Guillaume Appert est directeur de la communication. Après avoir passé 2 décennies chez JC Decaux, Guillaume va vous parler de communication externe, de communication interne, de création, d'écoute, mais surtout de bon sens. Et croyez-moi, dans notre magnifique métier qu'est la communication, le bon sens n'est pas nécessairement ce qui est le plus partagé. Je vous laisse donc écouter cet épisode avec Guillaume Appert, un vrai dire-comme, qui aime la com interne, qui aime le digital, qui sait écouter avant de parler et qui ne parle pas à tort et à travers. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je ne vous le cache pas, j'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Guillaume. Au passage, un grand merci à l'AFSI, l'Association française de communication interne, qui nous a reçus pour cet entretien. Très bonne écoute en compagnie de Guillaume, et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple et Spotify, et bien sûr, de vous abonner au podcast. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Guillaume. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va super bien. Merci à toi de m'accueillir à l'Association française de la communication interne, parce que tu en es un membre très actif depuis toujours, mais on va en parler. Merci, c'est absolument sensationnel. Ça me fait très plaisir d'être là. Je connaissais le nom, je n'étais jamais venu. Bienvenue. L'AFSI est heureuse de t'accueillir, je pense. Écoute, je vous avoue, ça reste entre vous et moi, chers auditrices, auditeurs, que j'ai tabassé un petit peu en rentrant comme à l'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis un véritable pitbull. Mais évidemment, je remercie Sarah qui m'a donné de magnifiques cahiers de la com interne et je les lirai avec grand intérêt. Mais justement, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, cher Guillaume, parce que tu as un parcours qui est extrêmement riche. De dire comme dans une très belle structure que tout le monde connaît quand on bosse dans la com, à savoir JC Decaux. Tu es passé en agence, en début de carrière, tu as fait de la communication interne, tu as été dans la grande distribution, bref. Je m'étais Guillaume, je te laisse te présenter s'il te plaît. Alors ouais, merci Laurent. Oui, je viens de quitter JC Decaux après 22 ans. J'étais rentré chez JC Decaux à l'origine effectivement pour mettre en place la communication interne. Et puis ensuite j'ai évolué vers des missions en com externe quelques années après. Et donc depuis 2007, c'était à peu près l'année du lancement des Vélib à Paris que JC Decaux avait remporté. Mes missions se sont élargies à la communication externe et notamment j'ai créé et piloté une équipe autour des sites internet et des réseaux sociaux qui était un enjeu très fort pour JC Decaux. Effectivement, avant JC Decaux, j'ai travaillé dans la grande distribution pour une entreprise qui n'existe plus à l'origine, qui s'appelle Continent Hypermarché. Donc cette fameuse signature que tout le monde a encore en tête. Et si je lâche Continent l'achat gagnant, je vous ferai pas la chanson parce que sinon tous tes auditeurs vont m'en vouloir pendant à peu près 2 ans. Et cette entreprise, c'était le groupe Promodès. Donc il y avait Champion, 8-8, des enseignes qui ont en partie disparu. Et j'ai fait ça jusqu'à la fusion avec Carrefour en 2000, ce qui m'a permis d'assister de l'intérieur à, je pense, qui reste encore aujourd'hui la plus grosse fusion française entre 2 entreprises. Et chez Promodès puis Carrefour, je faisais effectivement, comme tu le disais, de la communication interne. Et j'ai débuté ma carrière en agence, dans une petite agence qui s'appelle Epicéa. Et nous y étions 3 à l'époque, les deux associées fondatrices et moi-même qui était le petit jeune de l'équipe. Voilà. Écoute, félicitations. Un très beau parcours qui t'a amené à la co-direction de la communication d'une très belle entreprise qui est JC Decaux, qui est française, qui est internationale, Cocorico, sincèrement. Ah oui, JC Decaux, c'est une très belle réussite. C'est vraiment la success story presque à l'américaine, puisque Jean-Claude Decaux, il a démarré sur un scooter avec un pot de colle. Il a démarré sa première entreprise d'affichage comme ça. Et puis il a inventé le modèle économique du mobilier urbain publicitaire, c'est-à-dire il a mixé la publicité affichage qui existait déjà, le mobilier urbain qui existait déjà, et il a fait du mobilier urbain financé par la publicité. Et ce modèle a fait le tour du monde avec plus de 80 pays aujourd'hui. Quand tu passes de cette petite agence qui est Epicéa, alors qui est une agence à taille humaine, un peu comme Maverick, on est à peu près le double, tu vois, 6. Donc ça change tout à l'époque. Quand tu passes de cette petite structure à Continent, Promodès puis Carrefour aujourd'hui, puis JC Decaux, qu'est-ce que tu t'es dit, sincèrement, Guillaume ? Tu dis, waouh, j'y suis arrivé ?
Oui, enfin, moi j'ai eu la satisfaction effectivement de cette progression. Après, moi je trouve que c'est une progression qui est assez logique. Moi je sais que l'agence à taille humaine, comme tu dis, ça m'a surtout appris ce qu'était un client. Parce que à cette époque, enfin dans cette agence, et c'est toujours le cas, les clients parfois mettaient, ou souvent même mettaient leurs premiers euros de budget communication avec cette agence, et donc il y avait le souci que de délivrer quelque chose et qu'ils en aient pour leur argent. Donc moi ça m'a appris ça, et de voir effectivement gérer un peu même l'inquiétude de ce retour sur investissement pour un client qui avait jamais parfois dépensé d'argent pour de la com. Et c'est très très riche de vivre ça dans un endroit où on est que 3 et on fait les cafés, le ménage, on met sous enveloppe, on fait tout quoi. Justement, quand tu es dans cette agence, tu apprends à découvrir des clients qui finalement, tu le dis à l'instant même, sont un petit peu, c'est une première fois pour eux. Comment tu les rassures du haut de tes 25-26 ans ? Moi, je pense que ça touche au cœur de ce qu'est ce métier de la communication, c'est du bon sens. Je pense que quand on part dans des délires, et qu'on décolle un peu trop du sol, ça se voit. Enfin, c'est plutôt là où le client suit plus et commence à s'inquiéter, ou commence à s'inquiéter légèrement et après ne suit plus. Je dirais plutôt ça dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est jamais perdre ça de vue. Et puis après, c'est le travail en équipe, c'est-à-dire que quand vous êtes 3, il y a deux associés fondatrices, elle veille au grain parce que voilà, c'est pas le gars de 25 ans qui doit inquiéter le client charmant acquis. Voilà, donc moi ça c'est essentiel et j'ai jamais oublié ça. Et on parle souvent de clients internes, c'est parfois un truc un peu abstrait. Moi, j'ai jamais perdu de vue ça. C'est-à-dire que faut pas oublier aussi que ce métier, c'est aussi un mirage dans le sens où tout le monde croit le connaître parce que c'est aussi la damnation de ce métier, c'est que tout le monde a un avis dessus. Mais en fait, les gens sous-estiment toute la technicité et les compétences qu'il y a derrière. Donc en fait, il y a tout un travail aussi. Je parlais d'inquiétude, mais c'est pas que de l'inquiétude. Il y a beaucoup de pédagogie à faire parce que d'un côté, il y a des gens qui trouvent que c'est du bullshit, et à l'autre extrême, il y a des gens qui attribuent à la com des pouvoirs magiques, y compris des projets complètement foireux. Moi, je dis, il m'arrive sur certains sujets de dire, je fais pas voler les cailloux. C'est-à-dire que voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent parfois vous voir de manière très sincère avec et des très bonnes intentions et pensent que la communication est tellement magique ou a tellement en tout cas d'effets qu'elle va rattraper des choses très mal engagées. Et parfois le professionnalisme, ou même souvent le professionnalisme, c'est dire non là votre galet il va pas décoller parce que c'est pas un avion. Voilà. Alors justement, quand tu te retrouves face à tes clients internes, on va dire tes collègues tout simplement, et là je vais plutôt passer chez JC2Co, quand tu leur disais ce genre de choses-là, que tu n'étais pas magicien, que tu n'allais pas faire voler les galets, comment c'était pris? Puis comment tu t'y prenais? Parce que il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui sont des gens confirmés, comme toi ou moi, qui parfois se heurtent à ce côté j'aime pas. Bon, c'est la damnation dont tu parlais à l'instant même. Tout le monde a l'impression de pouvoir savoir faire de la communication, pardon. Mais quand tu leur disais, non, je vais pas pouvoir faire de miracle, Jean-Étienne, comment tu leur disais et comment c'était pris? Comment tu t'en sortais en somme? Pour être franc, moi j'ai pas toujours dit ça chez JC2Co parce que moi quand je suis arrivé dans cette belle entreprise, je partais de zéro sur la mise en place de la communication interne. Donc pour moi la métaphore c'est d'ouvrir une boutique et au début t'as pas de clients. Donc quand les gens frappent à la porte avec un besoin, donc le fameux truc un peu parfois un peu mal engagé où les gens arrivent un peu chez le médecin en ayant déjà pré-rédigé l'ordonnance et qui est le truc que tous les communicants détestent. Voilà. Alors, par exemple, Guillaume, j'ai besoin d'une plaquette, j'ai besoin d'un site. Oui, alors voilà, j'aimerais une newsletter. Parfois même, tu as fait une newsletter qui a très bien marché pour tel projet pour l'informatique. Moi, je suis à la finance. Est-ce qu'on a un très gros projet finance? Est-ce que tu pourrais nous faire quasiment la même newsletter pour avoir le même effet? Voilà. Après, ça dépend du stade où on en est. Moi, en phase de constitution de ma clientèle interne, au début, je ne répondais pas ça parce que j'avais besoin que les gens rentrent dans la boutique et puis qu'on se mette et de vendre des prestations, même si c'est pas de la vente, on facture rien, mais j'avais besoin de pas un peu dégoûter ou éconduire les gens. Et là où on est toujours dans la métaphore un peu commerciale, j'ai pas envie qu'ils se disent il est pas commode le gars, on vient lui demander service et puis il nous dit non quoi. Donc moi en phase de lancement, je faisais pas ça, mais
de toute façon, ça, tous les communicants le connaissent également. C'est que le sujet, c'est de réorienter. C'est pas forcément de dire non, c'est de réorienter, c'est-à-dire de partir parfois de cette ordonnance pré-rédigée par le patient ou le client et de dire bah oui, tu pensais faire une newsletter, on va voir quoi. Et puis de démarrer un questionnement le plus approfondi possible et de dire bah on va voir si la newsletter c'est la bonne solution ou répond à ta problématique, mais on va creuser ta problématique. Finalement, comme lorsque tu étais en agence chez Epicéa, où tu avais un besoin qui est exprimé par un client, et tu conseillais ton client en lui disant c'est peut-être pas nécessairement la solution adéquate. C'est exactement ce que tu faisais. Mais oui, mais c'est la base du métier. C'est même si la com en 30 ans c'est énormément digitalisé, que les outils sont sophistiqués, on reste toujours en gros à faire une espèce de cadrage avec un papier, un crayon. Et ça changera pas, je pense. Même avec l'IA, même avec certainement toutes les technos qui vont continuer à arriver. L'essence du métier, c'est l'essence de conseil et je dirais de bon sens. Alors, tu as employé une seconde fois ce mot bon sens. Ces deux mots qui sont absolument sensationnels. Le fameux bon sens près de chez vous, rappelle-toi pour une banque qu'on ne nommera pas, et qui, je trouve, a beaucoup explosé en vol depuis les années 80. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la communication, et on parlera de la com interne, et évidemment, parce que tu as un petit peu défloré le sujet, mais j'ai l'impression que le bon sens, il est plus près de chez nous en communication. J'ai l'impression qu'on est toujours en train de faire des coups de com', comme le dirait Olivier Simelière. J'ai l'impression qu'on est toujours en train d'essayer d'aller toujours plus vite, essayer d'avoir toujours des résultats, même si c'est totalement bullshit. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que le bon sens a disparu aujourd'hui? Non, moi je pense pas que le bon sens a disparu. Je pense que la nouveauté récente, c'est que les sujets sont devenus très complexes. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qui sont devenus très techniques, il y a du juridique dans plein de dossiers même de com, il y a du juridique, il y a de la propriété intellectuelle, il y a de la finance. Il y a des aspects informatiques, techniques, etc. Voir les activités, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, il y a des enjeux parfois internationaux, des enjeux culturels. Donc, je pense que tout est plus compliqué. Donc, il y a aussi beaucoup de raisons de facteurs qui nous éloignent de ce bon sens, parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'acteurs autour de la table qu'avant, et donc je pense que alors le pire c'est quand on touche à des sujets créatifs. Moi alors la publicité et moi j'adore ces sales gosses que sont les publicitaires. J'étais il y a 3 semaines au jury du prix stratégie. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Moi, j'adore côtoyer ces gens-là parce qu'il y a des gens de 40 ou 50 ans ou de 30 ans. Et il faut qu'ils gardent cet esprit sale gosse. Mais le truc, c'est quand ils arrivent avec une idée créative et qu'elle est examinée par 10 directions métiers différentes, 10 décideurs, validés, revalidés, etc., à la fin, il reste de la charpie. Donc le pire, c'est sur ce domaine de créativité, puisqu'il y a une idée créative, c'est quelque chose de très subtil, un peu parfois éphémère, évanescent, et quand tout le monde s'en mêle, au bout d'un moment, on dit, ah oui, très bonne idée, mais là, il faudrait peut-être enlever la fille. Alors nous, on fait ça, il faudrait mettre un petit oiseau. Et au bout d'un moment, le truc, c'est une espèce de Frankenstein, et l'idée de départ, elle a complètement disparu. Donc, alors heureusement, dans la communication, moi qui est plus mon domaine, communication corporate, communication interne, web et réseaux sociaux, on a moins ce phénomène-là, mais je dirais, il y a quand même cette tendance-là avec plus d'acteurs qui s'en mêlent et parfois ça éloigne du bon sens parce que le côté avis donné par plein de gens, on saupoudre, on rajoute des petits trucs, on en enlève, parfois on se retrouve, et c'est un peu la même idée que mon histoire de campagne de pub créative. Parfois l'idée de départ est devenue, c'est éloigné. Est-ce que c'est pas aussi dû en raison de la peur qu'on a? Tu l'as dit, le monde s'est nettement complexifié. Ça, il y a un côté juridique qui est de plus en plus fort. Il y a 30 ans ou il y a 25 ans, quand moi j'ai commencé, on n'avait pas ces problèmes juridiques, ou en tout cas pas nécessairement les mêmes. Il n'y avait pas autant d'enjeux. Mais est-ce que tu ne crois pas que cette peur de tout, cette peur finalement de la crise qui nous tombe sur le coin de la figure, fait que aujourd'hui on ne prend plus le moindre risque en com? Oui, alors après, si on reprend l'exemple du juridique, c'est normal qu'il soit là parce qu'il y a des risques et des possibilités de crise qui sont plus nombreux, notamment avec les réseaux sociaux, bien évidemment.
Mais moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que il faut peut-être effectivement redire que dans toute action de communication, même le fait de prendre la parole vis-à-vis de 3 personnes, qui est le niveau premier niveau d'une communication, qui est de la relation, il y a toujours un risque. Le premier risque, c'est le risque de pas être entendu, presque au sens oreille et voilà, émetteur-récepteur. Le risque du malentendu, le risque de la réaction qui est pas celle qu'on attend. Et donc moi, je pense qu'il faut se réaligner dans les entreprises pour redire que le risque, il est inhérent à la communication. Et on peut pas s'assurer contre. Voilà. Et sinon, si on ne l'accepte pas, et je pense qu'il faut le remettre en question, même au plus haut niveau, au niveau d'un codir, parce que si on n'accepte pas cette dimension-là, et qu'on veut tout contrôler, la communication, c'est quelque chose où il faut un peu se lâcher, il faut un peu lâcher ses coups. Si on retient ses coups, effectivement, il peut y avoir même de la peur, comme tu disais, mais même le côté un peu plus, on fait un petit peu gaffe, voilà, on se retient un petit peu, au lieu de se lâcher. Et là, en créativité, encore une fois, c'est là où ça peut se voir le plus. Mais parfois, les idées aussi sont des choses très très fragiles. Et si on se lâche pas, les idées, elles sont un peu fadasses, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut remettre en question cette histoire du risque et qui est inhérent à la com. On peut pas tout maîtriser et même si on est totalement silencieux, enfin même si on fait pas de com à la limite, il peut se passer quand même une crise. Donc tant qu'à avoir des risques, autant y aller, je dirais, sans trop se retenir. Oui, on est bien d'accord. Et puis de toute façon, vivre, c'est un risque. Il suffit de traverser la route. Tu tombes sur un chauffard et puis malheureusement tu passes à trépas. Donc la vie est ainsi faite. Et puis quand on monte une entreprise, quand on en gère une, il y a toujours un risque. On est là pour le minimiser, bien évidemment, mais nous ne sommes pas nécessairement des assureurs en communication. Et puis je rappelle que dans la communication, l'objectif c'est de ne pas ressembler à ses confrères d'en face ou d'à côté. C'est le b.a.-ba, on est bien d'accord. Ah bah oui, il faut se différencier. Après, tout à l'heure tu parlais de peut-être de communication qui avait tendance à se banaliser ou à s'éloigner du bon sens. Moi, je pense qu'il y a un défaut, une tendance dans les équipes communication, c'est à chercher toujours la nouveauté. Et la nouveauté pour la nouveauté, c'est pas une stratégie d'entreprise, c'est pas une stratégie d'image. Et ça, c'est hyper important de pas juxtaposer uniquement des one-shots et de construire quelque chose sur la durée. Moi, je pense qu'on bâtit quelque chose et c'est aussi à l'honneur de ce métier de montrer qu'il a une stratégie long terme et pas de juxtaposer des coups, des one-shots qui parfois construisent aussi quelque chose, mais c'est pas la même chose que de structurer, de creuser un sillon. Moi, je crois au côté un peu artisanal, même un peu besogneux. C'est pas très sexy de dire ça quand on est directeur de la communication, mais je pense qu'on doit savoir où on va, et surtout qu'il faut derrière il y a surtout une idée majeure, c'est qu'il faut du temps. Il y a les entreprises ont pas des moyens illimités. En revanche, se donner du temps pour construire les choses de manière raisonnée sur le long terme, c'est hyper important, notamment parce que on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Il y a quelque chose qui doit forcément se développer à l'avenir, c'est le dialogue avec les parties prenantes. Alors c'est pas forcément uniquement les communicants qui doivent gérer le dialogue avec les parties prenantes, mais je pense qu'ils doivent quand même être à la manœuvre, conseiller, accompagner et peut-être dans certains cas gérer certaines de ces parties prenantes. Et je pense que ça demande du temps. Pas de paillettes, parce que parfois ce genre d'échanges se font parfois dans une certaine intimité, voire une certaine discrétion. Et c'est aussi ça la communication, c'est parfois voir des gens dans un café, du one-to-one, des échanges, parfois de personne à personne. C'est aussi ça la communication, pas que des grands barnums et des grands coups de com'. Et donc là, le titre du bouquin d'Olivier Simelière, invoquant le fait d'arrêter de faire des coups de com', moi je suis totalement d'accord, et revenons à quelque chose de
où il y a du bon sens et je dirais un plan d'action. Et je pense que ça crédibilisera le métier et on fera disparaître ce côté un peu magique ou paillette ou un peu saltimbanque. Et on prouvera que ce métier a une vraie place dans un comité de direction, c'est-à-dire autant que le directeur financier ou que le directeur des ressources humaines. Tu parlais à l'instant même des parties prenantes de l'entreprise. La première des parties prenantes, c'est évidemment le capital humain, inné de richesse que d'hommes, c'est-à-dire les salariés, les collaboratrices, les collaborateurs. Je sais que tu es très 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 attaché à la communication interne. Ça y est, le mot est lâché. Je le rappelle, nous sommes à l'AFSI, l'Association française de communication interne, qui nous accueille, dont tu es un fervent défenseur et un adhérent. Tu adores ça, la com interne? Moi, j'adore ça parce que je pense que je parlais de bâtir des vraies stratégies de communication. Moi, je pense que si on prend l'image de la construction, pour moi, la communication interne sont les fondations. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de partir de là, parce que je pense que en communication, pour moi, un des mots clés, c'est le mot de cohérence, c'est-à-dire d'avoir un alignement le plus sincère et le plus parfait possible entre le discours et les actes. Et ça commence évidemment par ce qu'on dit aux salariés. Et ce sont les premiers experts de leur entreprise. Ils connaissent tous les dossiers, ils connaissent les métiers, ils connaissent tous les sujets, et c'est eux qui, en général, posent les questions les plus compliquées en tant que partie prenante. C'est eux qui posent les questions souvent les plus pertinentes et les plus précises. Donc il faut évidemment commencer par eux. Le fait est que ce que je constate, c'est que c'est pas toujours le cas. Et quand on regarde côté AFSI, c'est toujours les équipes comme internes, à part dans les entreprises où il y a un risque, je dirais, de grève ou un risque social, où il y a des syndicats assez puissants. Les effectifs comme internes sont toujours assez faibles. En gros, c'est 1, 2, 3 personnes avec un alternant, qui est très très peu, et ça n'a pas énormément changé. Moi, je suis à l'AFSI depuis plus de 20 ans. J'ai présidé l'AFSI pendant 5 ans, il y a une dizaine d'années. On n'a pas progressé là-dessus. Donc ça veut dire que dans les directions de la communication, il y a toujours un manque d'ambition sur la communication interne. Est-ce qu'il n'y aurait pas une explication potentielle à ce manque d'ambition, ce manque de visibilité et de lisibilité, qui serait dû au fait que souvent, en tout cas, il y a encore quelques années, la communication interne était rattachée à la direction des ressources humaines. Des gens qui ne savent pas communiquer, c'est pas leur métier de communiquer, les gens des ressources humaines. Comme les mêmes font-ils de l'image employeur et de la communication de recrutement, qu'on appelait ça quand j'ai débuté dans le métier. Mais est-ce que c'est pas, entre autres, dû à ça ? Non, moi je pense que c'est pas lié à ça, parce qu'il y a quand même des communications internes rattachées au RH qui sont très bien. Donc je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense quand même que le fait que la com interne soit rattachée à la com est une bonne chose, mais je pense que c'est pas lié à ça. Je pense que c'est lié au fait que la communication interne est un peu cachée dans la soute. Et que c'est encore beaucoup, la com interne, c'est encore beaucoup pour certains membres de comité de direction, ou même pour certains DIRCOM, c'est encore d'abord gérer un dispositif d'information. C'est-à-dire, en gros, c'est avant d'être de la com, c'est informer les salariés. Donc, et pour moi, on peut être très bien informé dans une entreprise, et dans une entreprise où ça communique pas du tout. Alors, c'est déjà bien d'être informé, c'est bien de savoir ce qui se passe dans sa boîte. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et donc moi, il y a ce côté un peu discret et un peu caché. Et puis je pense que tout à l'heure, je parlais de cette espèce de tendance à toujours rechercher la nouveauté. Je pense qu'il y a un tropisme vers l'externe. Les crises, elles sont plutôt en externe. Maintenant, les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps. Écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le monitoring de la e-réputation est très chronophage. Donc voilà, il y a aussi plein de bonnes raisons de pencher du côté de la com externe. Pour moi, la communication avec un grand C idéal, c'est quand on a un alignement entre je dirais, l'expérience client et l'expérience salarié. Cet alignement qui, pour moi, est loin d'être évident, hein. On a beau dire ce qu'on veut, ça fait suffisamment de temps, toi et moi, qu'on travaille et qu'on fait ce beau métier de communication. Moi en agence et toi, tu as fait les deux parties du fleuve. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises où tu vois qu'il y a un alignement client et interne, et collaboratrices et collaborateurs? Oui, moi je pense qu'il y a dans deux domaines très différents. Moi je vois deux exemples très parlants. Moi il y a Leroy Merlin et Orange.
Moi, je trouve Leroy Merlin, pour moi, l'expérience qu'on a comme client témoigne indubitablement du fait que les salariés sont bien dans leur basket. Alors, c'est pas uniquement imputable à l'équipe communication. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses, mais et je pense que chez Orange également, dans les deux cas, je pense qu'on est dans une communication interne qui est, qui est moderne. C'est-à-dire que pour moi, la communication interne d'aujourd'hui, c'est une communication d'ailleurs qui est partagée, qui peut être impulsée, animée par les gens de la com interne, mais qui se travaille, je dirais, en transverse avec les équipes RH, avec même des équipes finance, avec des équipes, parfois il y a des directions de la transformation dans certaines entreprises. Et pour moi, ces entreprises qui ont ce type de com-là, ce qui caractérise la com, c'est une com qui est beaucoup plus participative, avec du travail d'intelligence collective, avec de l'écoute des salariés, voire de la consultation, un travail aussi sur ce que les sociologues appellent les irritants, c'est-à-dire en gros, quand vous êtes dans une usine, la douche pétée qui a jamais été réparée pendant 5 ans, puis après on dit bah ouais tiens c'est bizarre, ils sont en grève, mais elle a jamais été réparée. Voilà, donc de traiter les petits problèmes du quotidien qui empêchent les salariés de faire correctement leur travail ou confortablement leur travail. C'est par exemple travailler aussi sur l'amélioration des outils informatiques. Quand vous êtes sur une plateforme téléphonique et que vous gérez de la réclamation client et que vous avez déjà des clients parfois pas contents au téléphone, un enjeu qui est très difficile à résoudre, c'est que les personnes qui répondent n'aient pas 3 ou 4 outils informatiques disjoints qui se parlent pas, et d'avoir un truc le plus sans couture possible pour que ce soit confortable pour la personne qui est au contact direct avec un client qui a souvent un début de litige, voire un litige établi. Donc quand je dis ça, c'est pour montrer aussi que ce sont des sujets qui ne relèvent pas complètement et uniquement de la communication, mais la communication interne, par exemple, elle a un rôle dans ces cas-là qu'il faut jamais oublier, là aussi qu'on a perdu de vue dans certains endroits, qui a un rôle d'écoute. C'est-à-dire que pour moi, un communicant interne, c'est quelqu'un qui se balade dans les couloirs, qui laisse traîner ses oreilles, les deux c'est mieux, et qui se balade, et on ne doit pas lui reprocher de se balader, il ne doit pas être enchaîné à son PC, il ne doit pas être derrière, même si la com interne s'est beaucoup digitalisée, il doit se balader et entendre des choses et les partager. Merci beaucoup. Il y a 20 ans, quand j'étais chez Publicis, je rencontre un Hollandais qui s'appelait Theo Sigers, qui travaillait dans une boîte soit de telco, soit d'informatique, et il me dit, avec son accent hollandais, il parlait très bien le français, mais il avait un bel accent hollandais, et il me dit, la com interne, c'est du management by walking around. C'est exactement ce que tu viens de dire, Guillaume, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, et d'ailleurs qui ne le savent pas nécessairement, parce que on discutait hors antenne, où tu me disais qu'il y avait certains DIRCOM qui avaient strictement rien à faire de la communication interne, ce que je trouve absolument déplorable et abominable, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme pour moi. Et cette com interne, quand on écoute le corps social de l'entreprise, c'est ce qui fait aussi la réussite de l'entreprise, soyons aussi très très clairs, il n'est de richesse que d'homme, je trouve que c'est sensationnel la com interne. Comment se fait-il qu'elle soit si peu, j'allais dire appréciée, ou si peu valorisée dans les entreprises? Tu viens de citer Leroy Merlin, tu allais me dire Orange, je crois aussi. Je pense qu'il y a d'abord une volonté politique du DIRCOM. Moi, je pense que moi, je connais Marc Renaud, qui est le directeur de la com institutionnelle et interne de Leroy Merlin. C'est pas très étonnant que la com interne soit forte avec quelqu'un comme ça. Caroline Guillaumin chez Orange, elle a toujours été très réceptive aux questions de com interne. On a fait plusieurs fois des choses à l'Association française de communication interne avec Caroline à l'époque où elle était à la Société Générale. Elle est même devenue d'ailleurs DRH de Société Générale. C'est quelqu'un qui a une fibre com interne et pour qui c'est pas la 8e roue du carrosse. Donc je pense que la première explication c'est ça, c'est d'abord une volonté parce que les DIRCOM sont dans les comités de direction, et s'ils dégagent pas des moyens pour ça, alors oui, il y a des enjeux souvent beaucoup plus forts du côté de l'externe. Tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux, il y a les crises, il y a le fait d'avoir des parts de voix pour sa marque qui soient le plus fort possible, des parts de marché, le chiffre d'affaires, etc. Donc la pub, il y a plein de très très bonnes raisons à la décharge des directeurs de la communication peut-être de délaisser la communication interne, mais en même temps, là où il faut remettre un peu l'église au centre du village, c'est que les
les salariés, on leur demande de l'engagement. Alors, je suis pas toujours très à l'aise avec ce mot-là parce que il est un peu, parfois, il est un peu dévoyé. En tout cas, on leur demande de la motivation, c'est-à-dire d'être motivés par ce qu'ils font. Et tout à l'heure, je disais, le monde est devenu très, très compliqué. Et donc, il faut expliquer, décoder et embarquer en permanence les salariés pour moi, c'est pas pour faire joli, la com interne. Si on veut délivrer cette performance et que les salariés soient motivés et engagés, il faut investir en com interne. Pour moi, il y a un enjeu business très fort. En plus, maintenant, désormais, il y a des enjeux de marque employeur, de fidélisation, qu'on a connus au début des années 2000, qui reviennent très très fort, d'ailleurs dans certains cas à peu près sur les mêmes métiers qu'au début des années 2000. Donc il y a plein de raisons de le faire, mais pour ça, il faut faire une communication interne qui soit là aussi de bon sens et qui soit authentique, pas un truc pour faire joli. C'est-à-dire, c'est pas foutre un baby-foot au milieu d'une salle de réunion et puis mettre un mur en couleur tendance. Voilà, c'est pas ça dont on parle. Merci beaucoup, parce que alors c'est vrai que la QVT, la qualité de vie au travail, est quelque chose de très très bien, mais c'est souvent des communications externes c'est un réfléchissement de la com interne, de l'interne vers l'externe, avec des photos de baby-foot comme tu viens de le dire, ou des séances d'ostéo ou je ne sais quelle connerie. Alors c'est très très bien, mais sincèrement c'est pas pour cette raison-là qu'on reste dans une boîte. Les corbeilles de fruits vont pas faire qu'on va rester dans une entreprise. Après, moi je trouve ça très bien. Pour moi, c'est pas. Enfin, moi, j'ai strictement rien contre. Pour moi, je suis contre s'il n'y a que ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez les baby-foot et les corbeilles de fruits, mais que vous traitez pas le manager toxique, vous tirez une balle dans le pied. Faut même jamais penser aux corbeilles de fruits et au baby-foot. Donc, tout à l'heure, je parlais des irritants, je parlais de la douche en panne dans une usine. Si vous traitez pas ces sujets, alors c'est pas, là aussi, ça relève pas de la com, mais ça peut aller jusqu'à devenir un problème en com externe. Quand vous avez une grève ou de l'insatisfaction. Mais exactement, c'est-à-dire que le bon sens dont tu parles, la fameuse douche qui marche pas depuis 5 ans, où on a mis le baby-foot pour faire plaisir aux alternants, parce que c'est grosso modo la même chose, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner dans une entreprise où il n'y a que des ennuis, où il n'y a que des problèmes à gérer. C'est pas la peine de dire qu'on a mis en place telle ou telle communication interne qui est plus ou moins jolie, avec des trucs un peu à la mode en termes de design graphique, pour finalement ne mettre qu'un énième tapis sous, ou plutôt sur les problèmes, et au final, ne rien faire changer, juste avoir mis de la couleur, et ça dessert aussi notre métier, aussi bien de com interne que de com tout court. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi je pense que c'est là où je reviens sur le mot de cohérence, c'est-à-dire faut que les paroles soient complètement alignées avec les actes, et puis après la notion d'écoute, c'est-à-dire que pour traiter ces sujets-là et qu'on se retrouve pas avec des incohérences entre le discours et les actes, faut que ça parle. Et ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que finalement, on parle assez peu du travail dans les entreprises. On parle des projets, on est sur le business quotidien, et c'est bien normal, mais on prend pas le temps de se poser pour régler les problèmes. La com, au final, c'est quoi ? C'est de la relation. Et c'est se parler et s'écouter, que ce soit avec les salariés ou avec toutes les autres parties prenantes externes. Et au final, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, par les sites internet, par des sites marchands, on revient toujours à ça. Est-ce que moi, en tant que client, j'ai le sentiment d'être écouté et entendu ? Quand il y a un bug dans la relation, parce que c'est la vie, est-ce que je suis entendu ? Est-ce que je suis écouté ? Et comment on résout mon truc. Et que ce soit en interne ou en externe, on revient toujours à des sujets comme ça, et qui est aussi la base de la communication. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de... Moi, ce que je trouve le plus intéressant, ce serait de parler de cet alignement. Alors, certains parlent de symétrie des attentions. Par exemple, moi, j'avais frappé il y a quelques années, j'avais vu le DG France de Nespresso. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais où on demande, Nespresso, c'est la marque de luxe du café, on veut dire c'est un peu le Hermès du café. On demande aux salariés Nespresso d'être aux petits soins parce qu'il y a une marque premium pour les clients. Nespresso, le DG France, ils font
la même chose en com interne. Ils font un événement, ils vont même jusqu'à partiellement fermer certaines boutiques pour que le vendredi, sur un vendredi samedi, moi il nous a expliqué ça à l'époque, ils invitaient les salariés à un événement interne qui était un événement plutôt de détente et de partage pour dire voilà, on vous demande beaucoup pour gérer les clients et vous les traitez très bien et on vous traite en événementiel interne et en information interne de manière aussi qualitative que ce qu'on fait pour les clients, c'est-à-dire c'est pas un petit truc cheap, on met les petits plats dans les grands parce que ce qu'on vous demande est important et donc on vous donne quelque chose de qualitatif. Je me fais volontairement l'avocat du diable, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Alors c'est très Nestlé, hein. Nespresso c'est Nestlé et le feedback chez Nestlé fait vraiment partie de la culture de cette très belle maison internationale et suisse à la base. Mais est-ce que, en me faisant un peu l'avocat du diable, est-ce que ce monsieur n'est pas l'exception qui confirme la règle? Et puis, est-ce que c'est pas aussi une histoire de client-employé? Tu sais, on disait cette expression que je trouvais plutôt pas mal il y a une vingtaine d'années quand tout allait mal pour les entreprises qui avaient du mal à recruter comme aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est pas une espèce de porte-jartel qu'on va sortir, à savoir, on va vous écouter parce qu'on a besoin de recruter des profils comme vous et qu'on galère? Ni plus ni moins. Et puis lorsque le marché sera beaucoup plus favorable pour l'entreprise, bon, tout ça, on le foutra tranquillement dans l'armoire et on le ressortira dans X années. Non, moi je pense pas parce que moi je pense que c'est une tendance de fond. Je pense qu'effectivement on peut se dire que c'est pas des actions comme ça comme chez Nestlé sont peut-être l'exception. Mais après on voit aussi des entreprises qui se créent alors qui sont pas aussi grosses. Mais quand on voit les nouvelles marques qui se créent dans plein de secteurs, la mode, la tech, le food, etc. On voit quand même des gens qui d'entrée embarquent ces sujets-là et les prévoient d'emblée, quoi. Et des démarches Bicorp, des démarches d'entreprise à mission. Il y a des entreprises qui naissent comme ça et qui d'emblée se lancent dans ces chantiers-là. Alors certains disent c'est plus facile, peut-être, mais enfin ils se mettent quand même des contraintes de création la base de la création d'entreprise plus forte que les autres. Et donc il y a une intention qui est quand même pas la même. Et aussi, moi je pense que ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire de cet alignement entre expérience salariée et expérience client. On est d'accord que l'idéal, c'est que tout le monde soit aligné, parce que je pense qu'on ne peut bien travailler qu'à partir du moment où on est heureux d'aller travailler, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et qu'on se sent bien dans son poste et dans son entreprise avec ses collègues et aussi avec sa hiérarchie. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus le management qui a une importance capitale dans la communication interne. Et là, je parle pas au sens communication au travers d'outils ou de stratégies. Mais ça, le dire comme interne ou les responsables comme interne ne faut pas nécessairement avoir appuyé sur tel ou tel bouton pour que ça marche mieux. À moins que tu aies pu toi faire avancer le public de ce côté-là? Non, parce que dans une équipe, voilà, chacun sa spécialité et il y a des leviers que n'ont pas du tout les communicants. Après, on vient à l'histoire d'écoute. On peut modestement dire on a vu ou entendu des choses et les partager avec les collègues des autres métiers. Mais c'est vrai que c'est pas à la main du directeur de la com. Est-ce que tu ne crois pas que finalement fort peu d'entreprises écoutent réellement leurs salariés par peur de voir naître des problèmes? En fait, je pense qu'il faut l'expérimenter parce que l'écoute. Moi, chez JC2Co, j'avais fait l'exercice de manière très très modeste en allant interviewer des salariés sur la manière dont ils s'informaient. À l'époque, il y avait plus de journal interne. Moi, c'était peu de temps après que je sois entré chez JC2Co. Et donc, il y avait moi j'avais un questionnement sur comment les équipes de terrain, qui représentent la moitié de l'effectif chez JC2Co, c'est-à-dire les gens qui sont dans la rue, qui nettoient, qui réparent les mobiliers urbains, comment ils s'informaient. Et j'étais allé avec Philippine, la responsable de la com interne. On s'était partagé un tiers des sites en France où il y a des directions régionales, et on avait fait quelques interviews par-ci. Donc au total, on avait, je pense, 20-25 entretiens, mais avec un focus assez fort sur ces équipes de terrain. Et en fait, on leur posait des questions très très factuelles. Comment vous informez? Et là, ce qui est passionnant, c'est dans ce type d'écoute-là. C'est basique, hein. Tu vas avec 5-6 questions, ta petite feuille, tu poses les questions les mêmes questions à tout le monde. Et bien sûr, il y a certains verbatims, tu reviens avec des verbatims, et il y a certains verbatims, tu aurais peut-être pu les écrire dans ton bureau sans aller voir personne. Mais
tu reviens avec 3 ou 4 verbatim qui dépassent totalement ce que tu aurais pu imaginer. C'est d'une puissance. Donc je pense qu'il faut tester l'écoute, parce que moi je suis revenu avec, par exemple, au début des années 2000, un salarié qui nous disait moi je m'informe en allant sur Boursorama et je lis les communiqués de presse de l'entreprise. Un salarié dit de terrain qui va sur Boursorama, si on a certains a priori, presque des a priori un peu sociétaux, voire de classe, on peut se dire, j'aurais jamais imaginé. Quand ces verbatim ont été lus après et partagés au sein des équipes, ça plus d'autres, plus des salariés qui racontaient des choses qui montraient qu'ils étaient assez mal informés, ils avaient interprété des choses sur des résultats et des actions économiques de l'entreprise qui avaient été mal comprises. Mis bout à bout, ces quelques verbatim ont été d'une efficacité pour faire prendre conscience, faire bouger les lignes et faire avancer le sujet de l'information interne dans l'entreprise. Il y a eu un avant et un après, et là, ça demande un peu de temps. Ça demande 2-3 billets de train, même dans certains cas on peut le faire par téléphone. Ça demande un peu de savoir-faire, parce qu'il faut un peu mettre les gens en confiance, parce que ils vous voient arriver avec l'étiquette du siège, donc ils ont un peu peur de se dévoiler et de vous parler. Mais au final, quand on a testé ça, tu te dis waouh, mais pourquoi on le fait pas plus souvent, quoi. Mais effectivement, il y a toujours une peur de découvrir des choses qu'on n'arrivera pas à régler. Bon, ça c'est très humain. C'est très humain. On en revient au risque. Mais oui, mais moi j'ai aussi découvert, au-delà de la peur des risques dont tu parlais, tu découvres aussi des débuts de solutions très intelligentes, parce que les gens à qui tu poses des questions, en général, ils ont réfléchi avant toi. Mais évidemment, et je pense qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un feedback du terrain ou des collaboratrices et des collaborateurs pour finalement trouver des solutions qui étaient là depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais osé sortir du placard, parce qu'on n'a jamais demandé, tout simplement, aux gens, au corps social. Mais même, parce que là, moi, je citais cet exemple-là qui touchait à la com interne, mais même en com externe, on peut avoir le socle d'une com externe solide. Moi je trouve, avec les enjeux géopolitiques, tout le monde parle de résilience, mais moi, je pense qu'il y a aussi un enjeu de faire des choses qui soient un peu robustes, c'est-à-dire qui tiennent à l'épreuve, de construire des messages, des plateformes de marque, un discours, qui résiste, et pour qu'il résiste, qu'il soit ancré sur les fondations et les racines qui sont, je dirais même les entrailles, en travaillant avec les salariés dans certains cas, parfois en testant, parfois en bâtissant une partie du discours avec des insights qu'on a eu en les interviewant. On peut aboutir, ça peut nourrir par exemple le planning stratégique de votre agence de com ou de votre agence de publicité, et vous donner des fondations qui sont assez costauds. Mais on en revient encore une fois au bon sens. Notre métier dans la communication n'est pas de parler uniquement pour avoir raison, comme le dit Fred Fougerat, mais c'est tout simplement savoir écouter. Écouter, réfléchir à ce qui a été dit et le retravailler de manière idéalement la plus créative qui soit, mais on ne va pas revenir là-dessus. Guillaume, tu le disais en début de conversation, tu as quitté JC Decaux, tu es resté, rappelle-moi, 23 ans 22 ans. Magnifique. Donc tu as passé une grande partie de ta vie dans cette entreprise. Si tu retrouves un poste de DIRCOM, ce que l'on te souhaite, donc s'il y a des chasseurs de tête qui nous écoutent, vous avez bien compris que Guillaume, pour le moment, a des pistes, mais qu'il est toujours open to work, comme on dit sur LinkedIn. Mais trêve de plaisanterie, quelles sont les premières décisions que tu prends lorsque tu deviens DIRCOM? Qu'est-ce que tu mets en place tout de suite dans les 3 premiers mois? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton programme du général Appert? Alors, je vais te surprendre, mais pas tant que ça. Je vais d'abord écouter, parce que tu parlais d'écoute. Moi, évidemment, il y aura assurément des choses à faire. Après t'avoir dit qu'il y avait un travers du communicant qui était la recherche permanente de la nouveauté, il y a aussi des choses qui marchent très bien. C'est rare d'arriver qu'il y ait strictement rien de fait. Donc déjà, moi je commence par écouter et les parties prenantes, internes, externes, les équipes métiers, et de recueillir de la matière pour
construire un plan d'action. Alors évidemment, il est assez probable que j'aurai une feuille de route du comité de direction qui m'aura recruté. C'est assez probable, mais assurément, et c'est sûr que je le ferai, je prendrai du temps pour le matcher avec de l'écoute, parce que toujours pour cette idée de construire quelque chose de plus robuste possible et voire de l'amender un petit peu pour être certainement plus pertinent. Alors, tu écoutes. Là encore, merci monsieur le bon sens. Mais après, il faut passer à l'action. On est bien d'accord, Guillaume, quand même. Oui, évidemment, c'est quand même un peu le but. Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de travailler sur cet alignement entre l'expérience client et l'expérience salarié. C'est-à-dire de voir comment on peut avoir une communication qui soit où il y ait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les deux, et qu'on puisse compter sur les fondations que représente l'interne, peut-être consulter les salariés et les métiers, et construire une plateforme de marque, des éléments, un discours qui soit vraiment le plus costaud possible et proche de ce que vivent les salariés, pour refléter au mieux ce qu'attendent les clients. Donc je pense que je ferai aussi de l'écoute client, certainement, suivant comment est organisée la boîte, avec peut-être pas les équipes marketing ou les équipes de relations clients, mais je pense que c'est hyper important pour être pertinent. Et après stratégie de moyens, et pas faire le truc la tête à l'envers où on part déjà sur des moyens et des actions avant d'avoir la feuille de route. Je crois qu'on va employer encore une fois 150 000 fois dans cet épisode le bon sens, mais sincèrement, on en a besoin. De toute façon, le monde ne marche qu'avec du bon sens. Donc là, encore une fois, tu viens de nous prouver que, j'écoute en interne et en externe, à savoir les clients de l'entreprise, et après, je mets en place des choses après avoir réfléchi. Et on ne commence pas par, tiens, est-ce qu'on peut faire un nouveau site ou une nouvelle plaquette ? Tant que faire se peut. Guillaume, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication ? Toi qui connais tous les pans de la com, interne, externe, agence et annonceur, quel conseil tu donnes ? Moi, je donnerais 2 conseils. D'être le plus curieux possible, parce que je pense que moi, à titre personnel, c'est un de mes moteurs importants. J'aime bien... moi, j'ai une formation initiale de journaliste, donc toujours un intérêt pour je dirais un peu l'actu, et même dans une entreprise, de connaître le maximum de choses pour la connaître de l'intérieur, intimement, m'immerger un peu dans les problématiques de tel ou tel métier. Ça, je trouve que c'est le plus important, parce que c'est quand on comprend qu'on peut avoir une capacité de recommandation qui est pertinente et forte. Et puis après, moi, je pense aussi à cette histoire de la cohérence. C'est-à-dire que je pense que, quelle que soit la discipline de communication par laquelle on commence sa carrière quand on est jeune, de s'exercer à repérer où est-ce qu'il y a cette incohérence ou cette cohérence entre le discours et les actes, parce qu'on en revient toujours à ça. Là où la com trébuche, c'est quand il n'y a pas cette cohérence là. Donc même quand on démarre avec un stage, regardez où est-ce que c'est pas totalement cohérent, ou au contraire où est-ce que ça l'est et pour quelle raison ça l'est, parce que quand on décortique pour quelle raison ça l'est, parfois c'est pas facile de garder cette cohérence, parce qu'il y a plein de raisons de faire des petites sorties de route en matière de cohérence. L'actualité des entreprises en est bourrée, parce qu'il se passe plein d'événements qui chahutent cette cohérence entre la parole et les actes. Donc s'exercer à repérer ça, moi je trouve que c'est un bon conseil, parce que ça muscle ses capacités en communication, et c'est toujours utile dans le temps, quel que soit le nombre d'années d'expérience. Dernière question. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de communicant ? Alors, on ne va pas parler comme interne ni d'écoute, s'il te plaît, ça on l'a bien compris parce que tu l'as chevillé au corps, mais si tu devais nous donner un item de plus, ce que tu adores dans ce métier. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est quand il y a de l'émotion. C'est-à-dire que pour moi, je dirais le truc un peu ultime, alors ça arrive pas tout le temps évidemment, mais arriver à provoquer de l'émotion chez des clients ou chez les salariés, peu importe, et que moi-même me prendre au jeu lors d'une opération de communication ou d'une action de communication. Alors je dis pas que
c'est un critère de réussite, c'est pas l'émotion, c'est pas le critère de réussite ultime, mais je pense quand même que c'est quand même un must, et on est des êtres humains, et on est un peu shooté à ça quand même, et quand on l'atteint, c'est assez sympa. Et je vois, par exemple, j'étais au jury des prix de l'Association nationale des communicants. Quand vous voyez une campagne, parfois sur des sujets pas faciles, des sujets de maladie, des sujets médicaux, il y a la campagne qui a eu le Grand Prix sur les violences et les agressions sexuelles faites sur les enfants là des ministères publics. Quand on réussit, voilà, qu'on est le directeur de la com ou l'agence qui a conçu ça, et que à chaque fois qu'on voit le spot de 30 secondes, on se fait attraper, on se dit quand même, on a bien bossé, quoi. Et on se dit qu'on sert à quelque chose et non pas à faire tourner les moulins, comme disaient certaines personnes en disant qu'on faisait du vent. Bref, Guillaume, je te remercie, c'était absolument passionnant de discuter avec toi. Alors je ne pensais pas que nous aurions autant discuté comme interne, mais en même temps on était à l'Association française de la communication interne. Suis-je bête? Mais c'est, je crois, la première fois que j'entends un DIRCOM me parler avec autant de plaisir, de passion, de com externe, et évidemment, mais aussi de com interne. Donc je tiens à le saluer comme il se doit. Merci à toi. Merci Laurent. Alors chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme formidable, Guillaume Appert, APER. Donc, allez le googliser, allez sur LinkedIn, demandez-le en contact. Et évidemment, si vous êtes un DG qui a besoin d'un super DIRCOM, eh bien vous allez l'appeler, c'est extrêmement simple. Vous ferez connaissance au travers du décodeur de la com avec Guillaume. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous abonner au plus grand podcast de la communication qui est le décodeur évidemment. Et trêve de plaisanterie, encore une fois, c'était absolument passionnant Guillaume. Tu reviens quand tu veux dans le décodeur. Merci Laurent. Ciao ciao.